Il y a énormément de restaurateurs entrepreneurs, même ceux qui réussissent, qui aujourd'hui font de l'argent, mais sans savoir comment. Pour moi, on manque cruellement de cadres compétents dans la restauration aujourd'hui. Les restaurateurs sont dans une position plus simple pour négocier des choses sur les baux commerciaux. Dans la restauration, on entend beaucoup, ça fait 20 ans que je fais ce métier, tu vas pas m'apprendre à le faire. Vous perdez des centaines de milliers d'euros chaque jour. Si tu avais 3 conseils fondamentaux à apporter aux restaurateurs, des choses qu'ils devraient entendre, qu'ils devraient absolument mettre en œuvre, ce serait quoi ? Waouh! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Clash au Cash, le réveil juridique des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous recevons Cindy, une entrepreneuse qui intervient dans le domaine de la restauration, qui a finalement adopté des techniques de l'infopreneuriat, du business en ligne à la restauration pour aider les restaurateurs à se développer. Donc, c'est une niche. Tu nous parleras de comment tu aides les restaurateurs. On verra aussi quels peuvent être les problèmes juridiques auxquels ils sont confrontés, les problèmes auxquels toi, tu as été confronté. On parlera aussi d'IA. Ça va être un épisode ultra enrichissant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour, Cindy. Waouh, quelle intro, Henri. Merci Jean-Philippe. Bonjour Cindy. Je suis vraiment très contente d'être là dans ce podcast que je regarde moi-même régulièrement. Et c'est parti parce que les sujets ont l'air d'enfer. Exactement, on va voir beaucoup de choses avec toi. On va voir aussi tes moments de réveil juridique parce qu'il y en a dans la vie d'une entrepreneuse comme toi. Tu as commencé finalement à créer tes premiers restaurants à quel âge ? À 22 ans, je crois. À 22 ans, c'était à 16 ans, je portais un plateau et à 22 ans, j'ouvrais mon premier restaurant, ouais. Au Vietnam en plus. Donc en fait, ta vie, c'est d'avoir finalement été dans la restauration et donc d'avoir développé peut-être des méthodologies particulières et ensuite d'avoir voulu diffuser ça à d'autres restaurateurs pour les aider, c'est ça ? C'est ça. Disons que je suis passée par vraiment l'évolution de terrain. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on sort pas de grande école de commerce. On a pourtant ces ambitions-là. Mais voilà, il y a certains parcours de vie qui aiment le terrain plutôt que prévu ou par nécessité aussi. Donc d'où le fait qu'à 16 ans, j'ai commencé à porter un plateau puisque j'avais des grands rêves et des besoins financiers pour aller avec. Comment passe-t-on de la Côte d'Azur à l'Asie ? C'est une très bonne question. Je me suis moi-même posé cette question-là au moment où j'y étais. Mais en fait, ça a été un parcours assez... À la base, je suis partie d'abord aux États-Unis parce que je savais une chose dans ma vie, c'est que je voulais voyager. Je voulais faire du business et je voulais voyager. Mais alors quoi exactement ? J'en avais absolument aucune idée. Donc du coup, je me suis dit, ok, bon, si je veux voyager, il me faut absolument l'anglais. Et vu que en France, en tant que Français, on est particulièrement nul au fait de parler plusieurs langues, je me suis dit, bon, il faut que je parte loin de chez moi et que j'aille apprendre cette langue. Donc, premier passage a été vers les États-Unis, où je suis restée plusieurs mois consécutifs. J'ai travaillé là-bas aussi, donc toujours dans la resto, puisque c'est quand même un métier qui nous permet de voyager, c'est aussi l'avantage. Et en fait, des rencontres là-bas, j'ai eu une opportunité de par les gens chez qui je vivais aux États-Unis. Ils ont eu l'opportunité d'ouvrir un bouchon lyonnais à Saigon, au Vietnam. Et de là, ils m'ont appelé et ils m'ont dit, écoute, on sait que t'es jeune, que t'as pas la tâche, que t'as les codes du métier, que t'aimes voyager, donc on n'est pas sûr de pouvoir te payer, on n'est pas les investisseurs, mais t'es nourri, logé, blanchi. Est-ce que ça te dit de nous assister sur tout le projet ? Et donc, le premier départ a été à 21 ans, donc 21 ans et des poussières à Saigon pour assister l'ouverture d'un bouchon lyonnais d'abord, sur la deuxième année. Et alors, quand on est dans ce projet, est-ce qu'il y a des questions qui se posent déjà sur le plan juridique ou c'est pas un sujet pour toi ? Alors si, mais je pense qu'à ce moment-là, on en avait tous peu conscience parce que là, pour le coup, c'est carrément, c'est même encore plus puissant le besoin juridique. On est dans un pays différent, pardon. On est dans un pays différent et il y a vraiment aucune connaissance juridique autre des droits. Tout est complètement différent, géré par des Vietnamiens locaux. Généralement, toute la partie administrative, elle n'est pas gérée par les expatriés quand on est expatrié dans des pays comme cela. Donc, c'est vrai que nous, on était à ce moment-là très concentrés sur le terrain, la réussite. Mais, figurez-vous qu'on aurait mieux fait de s'intéresser quand même à tout ça, justement, parce qu'il y a forcément des couacs à des moments donnés si on ne connaît pas nos champs d'action sur cette partie-là. Excellent. Alors, je voudrais revenir du coup sur ton activité actuelle. Aujourd'hui, tu accompagnes
combien de restaurateurs et comment tu les accompagnes? Qu'est-ce que tu leur proposes exactement? C'est quoi finalement BistroBiz? Alors, BistroBiz, c'est la bistronomie et le business. C'est un peu ce lien-là, on va dire. Et on les accompagne. C'est du soutien qu'on leur apporte avant tout. Et effectivement, ayant grandi sur le terrain, j'ai manqué de beaucoup de clés à plusieurs reprises. Je pense, si j'avais eu ces clés à des moments donnés de ma vie, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et avec beaucoup moins de souffrance. Okay. Et du coup, aujourd'hui, je me suis toujours dit, tiens, si un jour je ne trouve pas ça, peut-être qu'il faudrait que ça existe. Et ce jour, je pense qu'il est arrivé. Et je me suis réveillée un matin et je me suis dit, non, mais en fait, il y a besoin d'aide. Il y a besoin d'aide dans ce métier. Il y a aussi eu un déclic de par la réputation de ce métier qui était un petit peu en phase descendante. En France aussi, en termes de... Voilà, pendant le Covid aussi ou... Covid. Et pourtant, les chefs, les podcasts, tout ça, ça fait un boom total en ce moment, le monde de la cuisine, etc. Mais plus personne veut travailler dans la resto. Enfin, en apparence. Et il y a vraiment ces deux mondes entre... Ces deux mouvements. Ces deux mouvements, voilà. Et je me suis dit, non, mais il faut... Ça mérite peut-être une petite révolution aussi. On vend de la vie à table dans la restauration. Ouais. Donc, je suis arrivé à un constat. Je me suis dit, le dirigeant galère. Le client sait plus où il veut aller manger. Et le staff n'a plus l'air très heureux. Quelles sont les problématiques, justement, juridiques auxquels sont confrontés les restaurateurs, les problèmes les plus saillants que tu as pu voir, notamment peut-être dans le recrutement, ouais. dans la gestion RH, beaux commerciaux peut-être. Beaux commerciaux ouais. aussi. Effectivement, nous on a eu pas beaucoup de clients qui ont eu des soucis avec les beaux commerciaux, ou alors avec le volet RH, donc le volet social. Où effectivement, ne connaissant pas leurs droits au maximum, tu te retrouves facilement avec des petites galères ou au prud'homme parce que par mauvaise foi, par plein de choses. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses quand on n'est pas cadré dans ce qu'on fait de ce côté-là. Est-ce que tu as des anecdotes à nous donner à ce titre? Des choses, des histoires que tu as vécues ou que des restaurateurs que tu accompagnes ont vécu? Oui, totalement. Alors, par exemple, le côté licenciement, le côté... quand tu veux licencier un employé aujourd'hui, parce que ça ne va pas, quel est ton champ d'action? Soi-disant, tu n'as pas le droit de le faire. Peut-être que tu as le droit de le faire. Enfin, faut trouver les chemins pour le faire. Bref, du coup, ils ont toujours l'impression... Est-ce qu'il y a une faute grave? Est-ce qu'un abandon de poste est une faute grave? Exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques de gestion. Et puis, on ne sait pas ce qu'on a le droit de faire vraiment. C'est-à-dire, est-ce que vraiment il faut donner ces 3 avertissements pour pouvoir licencier, etc. On dit que oui, on dit que non. Et donc, en fait, on a l'impression que le dirigeant... En tout cas, moi, j'ai cette sensation que le dirigeant se sent coincé avec son équipe si toutefois, il aimerait pouvoir en changer, quoi. Il a l'impression que c'est compliqué que d'agir en son sens à lui et aux avantages de son entreprise, juridiquement parlant en tout cas. Tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose de très important, c'était la souffrance. Tu disais qu'il y avait de la souffrance chez les entrepreneurs dans la restauration. C'est quoi les plus grandes souffrances selon toi? Pour moi, c'est d'être à ce point-là coincé dans l'opérationnel émotionnel. C'est vraiment, souvent, on est dans un monde de passionnés. C'est un métier de passion. Et c'est vrai qu'on en oublie le côté entreprise rationnel qu'il peut y avoir derrière. Et on a tendance à s'enliser parce que je trouve que le restaurateur, c'est mon humble avis, c'est pas tous les restaurateurs, attention, mais c'est vrai moi en tout cas, j'ai fait partie de cette catégorie-là. C'est-à-dire que j'étais une super passionnée, une super motivée. J'avais des grandes ambitions, de l'intelligence à revendre peut-être, mais j'avais pas de guide, j'avais pas de manuel d'emploi, j'avais pas de guide de l'entrepreneuriat vraiment à grande échelle. Et du coup, je me suis enfoncée dans de l'opérationnel. On se cache derrière notre zone de confort, de ce qu'on sait faire souvent, de ce qu'on aime faire. Mais ça nous... Finalement, c'est une leçon peut-être que tous les entrepreneurs vivent, mais qui est particulièrement, à mon avis, présente dans ce métier de la restauration. On peut vite se faire embarquer dans l'opérationnel et en oublier peut-être le marketing du restaurant, la gestion RH, le management et la vision fondamental. La vision de là où on veut aller, où on veut amener son restaurant, où on veut amener ses équipes.
il y a peut-être aussi une profonde solitude du restaurateur, parce que sur ces thématiques-là, effectivement, quand on est dans l'opérationnel, comment avoir aussi l'énergie pour savoir ce que l'on veut véritablement. On est happé par les problèmes qu'il faut régler au quotidien, et parfois ils sont nombreux, et c'est peut-être là, à ce moment-là, que toi, tu as ton rôle dans Bistrobis, et à ce moment-là que tu interviens, c'est comme ça que tu amènes, tu leur amènes la vision. Tout à fait. Alors nous, on attaque vraiment tous les piliers du business, en l'occurrence, et on travaille d'abord sur l'entrepreneur avant de travailler sur l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'entreprise si l'entrepreneur n'est pas solide derrière et s'il n'a pas une vision qui est justement ultra claire. Donc déjà, on reprend cette partie-là ou on prend cette partie-là, tout dépend si la personne est en création ou justement en perte peut-être de vision, etc. Mais on travaille d'abord la vision, les piliers, les fondamentaux de ce côté-là, avant de passer sur l'offre et le positionnement, effectivement, pour aller chercher l'offre qui va être imbattable sur le marché à ce moment-là. Ensuite, on va rentrer sur la partie chiffres. Donc vraiment, le minimum demandé, c'est pas juste au démarrage avec son comptable qu'on fait un business plan, c'est vraiment, ça doit se tenir en permanence. Et il y a énormément de restaurateurs entrepreneurs, même ceux qui réussissent, qui aujourd'hui font peut-être même de l'argent, mais sans savoir comment, ou ne connaissent pas leur marge, ou voilà, c'est très tu aides concrètement à structurer leur business, comme on voit certains, je pense notamment à Alec Henry. Ouais. Tu nous expliqueras d'ailleurs que tu as suivi peut-être son accompagnement, donc qui aide des entrepreneurs à se structurer, à se digitaliser. Toi, tu aides finalement cette niche des restaurateurs qui est une niche quand même assez vaste, quand même, c'est clair. à se structurer, à mettre en place ce qu'il faut au niveau chiffre, au niveau mindset, au niveau marketing aussi, j'imagine, et au niveau management, quoi. C'est un peu marketing et tout le volet RH, équipe et recrutement. Donc là, c'est vraiment, moi, ça, c'est mon dada. Étant donné que justement, à 22 ans, quand j'ai ouvert ce premier restaurant, j'ai peut-être dû commencer avec une équipe de 10 personnes, vietnamiennes en plus. Ouais. Et derrière, à 23, je me suis retrouvé avec une équipe de 150 personnes à devoir recruter, gérer, fidéliser. Et en plus, dans un pays où le turnover est un fléau, quoi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me dit en France, c'est galère de recruter, je pense que j'ai une belle école. Et donc, il y a aussi tout ce volet-là. Sans vouloir parler cuisine, quelle est la bonne recette pour faire un bon recrutement? Alors déjà, j'ai envie de dire, ça commence de la même manière qu'on ouvre une entreprise, par la vision de ce qu'on recherche en termes de personnel, en termes de qualité, de valeur interpersonnelle, etc. Se dire, OK, on se dit souvent, tiens, j'ai besoin d'un barman, d'un serveur ou d'un cuistot, grossièrement parlant en tout cas. Mais au final, non. Qu'est-ce que j'ai besoin en performance? Parce que est-ce que mon serveur doit être vendeur? Parce qu'aujourd'hui, dans la restauration, on cherche des serveurs. Mais au final, combien de fois aujourd'hui, vous-même, vous vous asseyez dans un restaurant là et la personne a été incapable de vous élever votre ticket moyen ou de vous vendre ou d'améliorer votre expérience en face. Donc, est-ce que finalement, on recherche des super serveurs ou est-ce que finalement, on recherche des super vendeurs? La vente, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, et un bon vendeur n'est pas forcément un super serveur. Un super serveur n'est pas forcément un bon vendeur. Donc là encore, c'est OK, de quoi et vraiment de qui j'ai besoin? Quel est finalement le portrait robot de la personne que je recherche? À quoi j'aimerais que cette personne ressemble? J'en crée un avatar, tout comme on pourrait créer l'avatar client cible. On va créer l'avatar staff cible, j'ai envie de dire. Et derrière, on va faire ces mêmes techniques d'acquisition qu'on pourrait mettre en place pour les clients. On va agir exactement de la même manière avec le personnel. Et ensuite, j'imagine que pour recruter, fidéliser et faire œuvrer les talents, c'est un peu comme dans notre cabinet, nous on accorde beaucoup d'attention à ça. Il faut avoir réellement une vision, embarquer les salariés dans la vision du restaurant pour qu'en fait ils puissent rester le plus longtemps possible et s'investir. Donc j'imagine que ça c'est aussi fondamental. Ah, ça c'est quelque chose. Enfin, qui a envie de se lever tous les matins pour servir des salades et des frites toute une vie? Donc c'est vrai que souvent on oublie un peu que oui, chaque membre de l'équipe est important, mais le restaurateur, il se plaint peut-être parfois du manque d'implication, du manque de tout ça, mais finalement lui, quel est son degré d'implication sur le fait de donner envie chaque jour au quotidien de faire les choses, d'embarquer quelqu'un dans une vision qui est plus grande que la simple journée quotidienne en fait. À mon sens, le leadership, le management, pour moi, on manque cruellement de cadres compétents dans la restauration aujourd'hui, tout comme peut-être dans d'autres entreprises, mais en tout cas, je parle de ce que je connais.
Mais c'est vrai que je vois peu de super management ou de super directeurs se balader dans les salles. Tout à l'heure, on va t'emmener dans le restaurant qui est un peu notre cantine et tu vas voir, moi je les trouve très bons les gars, tu sens qu'ils sont très très bons managers, ils gèrent très bien leur équipe. Tu nous diras ce que t'en penses. Mais il nous disait, il y a une chose que l'un d'eux nous disait, c'était parfois désarçonné par la jeune génération qui n'a pas de vision, en tout cas, est dans l'instantanéité et ne recherche pas forcément à s'inscrire dans un développement ou à suivre une vision je dirais de l'employeur. Font les choses à un moment, à un instant T, puis si ça leur convient pas, ils s'en vont. Et je pense qu'effectivement, la jeune génération, elle a grandi avec ça, hein, littéralement. Donc déjà le côté zapping effectivement elle peut s'ennuyer très vite. Elle peut s'ennuyer très vite et elle a moins envie, peut-être pour le coup, on ne peut pas lui en vouloir. Elle comprend qu'elle n'est pas obligée de faire autant d'heures avec des conditions sans dessus-dessous et très peu cher payées ou peut-être pas assez dans la reconnaissance, etc. Nous, on était OK de se faire un peu taper sur la tronche quand on était plus jeune, parce qu'on était nous-mêmes de notre propre nature. Je pense effectivement, on disait ouais, je veux être archéologue ou je veux être. Enfin voilà, on avait envie de se lever le matin et d'avoir envie d'avoir des rêves. Là, elle est un peu plus perdue, elle est un peu plus drivée à droite, à gauche, à se dire mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment ? On me dit que je peux être riche en 5 minutes. On me dit que, enfin, je pense que c'est compliqué et qu'il faut d'autant plus donner envie à ces personnes-là et leur montrer qu'on les valorise. Ouais, parce que c'est ce sujet-là, j'ai eu une discussion hier justement avec des personnes et qui disaient en même temps, la plupart des entreprises aujourd'hui gèrent aussi cette génération en mode Kleenex, c'est-à-dire je te prends, je te garde pas, etc. Alors que et je te donne pas des perspectives d'évolution. Tout à fait. Alors que si on embarque encore une fois avec des perspectives d'évolution, je suis sûr que beaucoup attendent aussi ça. Et en fait, malgré tout, à un moment donné, une entreprise, un resto, un cabinet d'avocats, c'est aussi une famille, un cadre structurant. Si tout le monde est dans du donnant-donnant, bah en fait, ça peut faire des phénomènes extrêmement vertueux. Et encore plus à l'ère de l'IA, puisqu'à l'ère de l'IA, tout va s'accélérer. D'ailleurs, on va parler dans ce podcast IA, puisque moi, je considère que c'est top parce que tu es dans un métier où l'IA, finalement, va arriver, mais un peu plus tard. Avant de parler IA, je voulais revenir parce que à un moment donné, tu es venu nous trouver notre cabinet, et comment déjà tu nous as trouvé? Pourquoi à un moment donné tu as voulu structurer? Est-ce que tu rencontrais des difficultés juridiques? Alors, à ce moment-là, je rencontrais pas encore de difficultés juridiques. Par contre, je rencontrais une difficulté de posture, on va dire. Pour moi, ça a toujours été très important en tant que chef d'entreprise que d'avoir une posture de chef d'entreprise. Et de là, chacun son métier. C'est vrai que quand on a, nous, notre vision de notre affaire, de notre mission, de notre projet, on est bien obligé de s'entourer justement sur ce qu'on ne maîtrise pas. Et en l'occurrence, les lois, enfin voilà, le côté juridique est un vrai métier. Moi, je me sentais vraiment dans le besoin d'avoir des avocats littéralement avec moi et de me dire, oui, attendez, j'appelle mes avocats. Et pourquoi si du coup notre cabinet, comment t'en es arrivé concrètement, puisque c'est souvent une question de certaines personnes qui nous accompagnent nous disent mais il faut que vous demandiez à chaque fois aux clients comment ils sont venus, mais justement comment t'es venu à nous, où est-ce que tu nous as trouvés et qu'est-ce qui t'a plu chez nous? Ce qui est assez marrant, c'est parce que moi justement je me suis un peu lancé dans ce côté infoprenarial dans la niche de la restauration, ce qui est vraiment nouveau, tout à fait. Et je n'avais encore jamais vu de cabinet d'avocats, en tout cas à ce moment-là, arriver un petit peu avec ces mêmes méthodes de masterclass en ligne, de ceci, dans lesquelles on s'embarque aussi un petit peu tous parce qu'on y trouve aussi une bonne manière d'impacter plusieurs personnes, un maximum de personnes. Voilà, exactement, d'aider un maximum de personnes. Et donc, je tombe sur une de vos masterclass. Je crois que c'était justement Alec Henry qui l'avait organisée à ce moment-là, où vous étiez intervenu. Et en fait, à la fin, du coup, vous nous avez proposé ce fameux bouclier 360, et c'était au tout début de l'ouverture de mon entreprise. Donc, c'est vrai qu'on a toujours cette sensation, cette peut-être croyance limitante d'ailleurs, que oui, en tout cas, un des hommes de loi, ça a son prix.
ça a son investissement. Donc quand on débute, on se dit putain, je suis pas à l'aise parce que je dois faire des choses, mais j'ai pas les moyens de me payer un avocat, etc. Et en fait, cette opportunité que vous avez offerte ce soir-là, en tout cas, et encore aujourd'hui, je pense que justement de pouvoir sous forme d'abonnement, de pouvoir quand même avoir accès à des conseils, même si bien évidemment, quand on rentre un peu plus en profondeur, c'est normal, on va un peu plus loin dans tout. Je trouve ça génial. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai même pas hésité une seule seconde. Hein. Je suis rentrée directement. Et d'ailleurs, je crois même que quand j'ai eu quelqu'un pour la première fois au téléphone de chez vous, je sais plus si c'était. Je crois que c'était moi. C'était toi, je crois, Henri, où de suite, la première chose que j'ai dû te dire, c'était mais merci pour ce que vous faites, parce que je me suis sentie d'un seul coup épaulée et d'un seul coup, je me suis dit c'est bon, je peux y aller, j'ai confiance. Cette part de sérénité, elle est essentielle. Ouais. Merci à toi, merci pour ces témoignages. On a l'impression que en fait, et ça c'est ce que nous témoignent aussi certains de nos clients, ça t'a donné une posture et une crédibilité. Et aujourd'hui, ce qui est génial aussi, c'est qu'on va développer des partenariats pour aider tes clients, parce que du coup, on a parlé effectivement des problématiques RH qui peuvent se rencontrer. Je crois qu'il y a aussi des vraies problématiques. Alors c'est plus la spécialité de Jean-Philippe en matière de beaux commerciaux, les problématiques qui touchent les fonds de commerce. Ouais. Et il y a plein de pièges aussi dans ces domaines-là. Il faut être vraiment prudent quand on signe un bail commercial, ou même lorsqu'on reprend un fonds de commerce, s'assurer d'un certain nombre de choses en matière de combien de temps encore le bail commercial va courir pour préserver la propriété commerciale. Donc ça, c'est des choses, c'est des réflexes à avoir, savoir lire, savoir décrypter à la fois les clauses d'un bail commercial, savoir décrypter les clauses d'une cession de fonds de commerce, pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas piégé ou avec des problématiques qu'on n'a pas anticipées. Donc, ça c'est... Tu as des précieux. exemples de clients d'ailleurs qui ont eu des difficultés sur des sujets fonds de commerce? Eh bien, on en parlait juste avant. Il y a 2 personnes, en tout cas, j'ai des clients à Marseille qui, ils ont des soucis avec leur environnement. Donc, plein de galères au niveau de fuites, des fuites d'eau, des ceci, des cela, qui vont aussi impacter les choses. Donc, t'es plus très heureux là où tu es. Donc, tu veux quitter les lieux, sauf que tu commences à créer un climat qui est pas terrible avec les bailleurs, justement, parce que toi, t'es fatigué sur le terrain, tu réagis, etc. Et au final, tu réalises 1 semaine trop tard que tu viens de passer les 3 mois pour pouvoir éventuellement quitter... dans le 369, voilà, c'est ça. exactement, le 369. Et tout ça, je pense qu'il y a il y a un flou artistique total d'un point de vue... Et ça, c'est vraiment un sujet qu'on traite au cabinet. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a des véritables problématiques, puisque en fait, il y a beaucoup de pas de porte qui ont fermé leurs portes, mais les bailleurs, en fait, n'adaptent pas véritablement leur prix, ne redescendent pas leur prix, et ça crée des vraies problématiques avec des sociétés qui font faillite potentiellement, et également. Il y a aussi un point qui est très important. Souvent, on est enthousiaste à faire des choses, on veut avancer tout de suite, et on se dit on régularisera après. On passera les contrats, on finalisera les contrats après, mais on s'engage tout de suite et on s'investit tout de suite dans l'opérationnel. Et puis, on s'aperçoit que les contrats qui doivent être signés tardent à être signés. On s'aperçoit que ce qui doit être mis en place, qui doit être négocié, n'a pas encore totalement été négocié. Le problème, c'est qu'on est tellement investi dans cette activité dans laquelle on s'est donné corps et âme tout de suite, sans se protéger, sans signer quoi que ce soit, qu'on se retrouve avec une situation où on n'a plus de marge de négociation ensuite. Et ensuite, on est obligé d'accepter les conditions qui nous sont imposées, et on se met en difficulté dès le démarrage de la reprise d'une activité. Donc, faut vraiment, avant même de reprendre une activité, quelle qu'elle soit, même si la personne avec laquelle vous les traitez semble être de toute confiance, on ne fait rien sans avoir signé tous les documents préalablement. C'est clair, la preuve, on en a parlé juste avant, et de cette cliente que j'ai à Cannes qui, on est à fond, on est dedans, et au bout d'un ou 2 mois, je prends conscience moi-même que effectivement, elle n'a pas encore signé ce qu'il fallait avec le bailleur, avec les conditions, et là, je l'arrête tout de suite. Je t'ai appelé, je t'ai contacté juste après en me disant il faut absolument qu'on fasse quelque chose, parce qu'en plus, la preuve aussi, le côté on veut aller plus vite, on va prendre qu'un seul et même avocat, celui de la partie adverse.
Grossière erreur. Et donc, grossière erreur. Et on en avait parlé dans un autre podcast. Je crois que c'était avec Damien Putineau. Vous pouvez regarder ce podcast. Ne prenez pas le même conseil que votre contractant, parce que parfois, lorsque ça va mal se passer, en fait, eux, ils vont évidemment négocier à leur avantage et du coup, ça peut vous mettre véritablement en difficulté. Sans compter que on va vous faire supporter aussi les honoraires de l'avocat. C'est-à-dire qu'on va non seulement vous prenez l'avocat de la partie adverse, mais en plus on vous fait supporter les honoraires de l'avocat qui n'est pas votre avocat et qui ne négocie pas dans votre intérêt. Et Jean-Philippe, j'ai une question pour toi. Ce serait quoi pour toi les 3 points fondamentaux à regarder sur un contrat de beaux commerciaux, en fait? À quoi faut s'intéresser avant de signer un contrat de beaux commerciaux? Parce que on est en B2B, donc forcément, à un moment donné, c'est la loi des parties qui va s'appliquer. Alors, la première des choses, c'est s'assurer qu'on est bien dans le cadre d'un bail commercial. On n'est pas dans le cadre d'un bail dérogatoire. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut s'engager sur une durée qui sera au minimum de 3 ans? Parce qu'un bail commercial... C'est avoir conscience déjà du vrai engagement. Le véritable engagement sur la durée. Quand on signe un bail commercial, on ne peut pas le résilier quand on veut. On est tenu au moins pendant une période de 3 ans, voire même si dans le contrat, il y a eu une renonciation du locataire à la faculté de résiliation de la première période triennale, on peut se retrouver engagé au moins pendant 6 ans. Donc tu vois que la durée du contrat fait qu'on se retrouve à devoir payer au moins 6 années de loyer. Alors, sans savoir si finalement l'affaire qu'on développe va nous permettre d'aller jusqu'à ce stade. Mais on est tenu au moins jusque-là. Donc, c'est ça que faut vraiment avoir conscience que la durée du bail commercial, c'est une durée qui engage, et peut-être qu'il vaut mieux commencer dans un premier temps par un bail dérogatoire où on fixe une durée moindre pour s'assurer que le commerce va au moins exister. Puis, il y a plein d'autres choses. Demander comme ça, ce qui pourrait me venir en tête, c'est de s'assurer de regarder toutes les charges que le bailleur va imputer, va mettre à la charge du locataire. Parce que ces charges peuvent être lourdes. Il peut tout mettre. Peut mettre beaucoup de choses. Alors, le bail, aujourd'hui, à une époque, il n'y avait pas cette obligation de lister l'ensemble des charges qui devaient se trouver à la charge du locataire. Aujourd'hui, la loi impose de tout lister. Parce que si le bailleur n'a pas listé toutes les charges, eh bien, les charges qu'il n'a pas mises ne peuvent pas être imputées au locataire. Donc, il y a cette obligation de déclarer dans le bail, pour le bailleur, toutes les charges qui seront imputées au locataire. En termes de travaux, est-ce qu'on peut faire les travaux qu'on souhaite? Est-ce que ça doit être négocié? Est-ce qu'on peut aussi, autre question, sous-traiter aussi? Tu as raison de parler des travaux parce que la plupart du temps, les baux prévoient que les embellissements ou les améliorations qui ont été faites par le locataire se retrouvent en fin de bail au bénéfice du bailleur. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, toutes les améliorations se retrouvent au bénéfice du bailleur sans pouvoir demander quelque contrepartie que ce soit. Mais ça se négocie. On peut prévoir des choses dans le bail qui permettent de dire je fais telle ou telle installation, ça a un impact aussi sur le loyer, ou je fais telle et telle installation, mais à la fin, vous me devrez une indemnité qui sera calculée de telle et telle manière lorsque je m'en irai, parce que j'aurai amélioré grandement les locaux. Chaque chose dans un contrat de bail commercial peut faire l'objet d'une négociation. Il y a une partie quand même assez libre qui permet de négocier. D'où l'importance d'être accompagné et dès le démarrage. Tout est négociable, je pense, effectivement, même, et il faut absolument être accompagné de ce côté-là, quoi. Ouais, et on n'y pense pas vraiment. Parfois, comme tu disais tout à l'heure, on est intéressé finalement par le local, on voit que le local. Et en fait, alors qu'aujourd'hui, je pense plus que jamais, de par le contexte économique, les restaurateurs sont dans une position plus simple pour négocier des choses sur les baux commerciaux. Chose très importante aussi, c'est l'état des lieux d'entrée. Faites un état des lieux d'entrée qui soit clair. S'il y a la moindre chose, soyez extrêmement vigilant quand on vous remet les clés d'un local. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a la moindre chose le moindre détail,
il faut le souligner. N'hésitez pas à vous faire accompagner aussi quand vous visitez un local que vous souhaitez prendre. N'hésitez pas à vous faire accompagner soit par un entrepreneur, soit même par un expert pour vérifier que tout est aux normes, que vous n'avez rien oublié, que vous allez pouvoir exercer correctement votre activité. Parce que souvent, il y a aussi dans des clauses du bail le fait que vous faites votre affaire de toutes les autorisations administratives nécessaires. Vérifiez que vous pouvez effectivement exercer dans les lieux tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous voulez y faire et ne vous retrouvez pas coincé dans les termes d'un bail qui ne vous convient pas et pour une durée qui serait de 3 ans minimum. Ce que je retiens, c'est qu'on est sur des engagements qui sont des engagements longue durée, qui ont des coûts qui sont importants et plus on a un resto qui est gros, plus les coûts sont quand même véritablement importants et donc c'est vraiment un élément à ne pas prendre à la légère. C'est fondamental d'être accompagné sur ce sujet dès le début. C'est clair. C'est clair. Et puis même aussi en cas de développement de croissance, quoi. Si on veut rentrer dans cette croissance à grande échelle, de faire du développement multisite, de la franchise, etc., l'immobilier ou genre de choses rentrent énormément en compte. Il y a souvent des problèmes, notamment avec la restauration, sur les problèmes d'extraction. Ouais, exactement. Et donc, il faut s'assurer que les locaux correspondent à ce qu'on veut ou qu'il n'y ait pas une problématique avec la copropriété sur le branchement de l'extraction qui permet d'exercer son activité. D'extraction ou alors en termes d'autres anecdotes un peu moins sympas, c'est au niveau des odeurs aussi. Et du voisinage, du bruit. Ça a été problématique quand tu vas dans un restaurant et que ça sent les toilettes, quoi. Donc faire très attention, mais c'est vrai que c'est bête, mais c'est vraiment des choses auxquelles on ne pense pas parce qu'effectivement on est aveuglé. Comme tout entrepreneur, je pense, quand on démarre, on est tellement excité que l'amour est aveugle, j'ai envie de dire à ce moment-là, et du coup on n'a pas envie, on met les œillères parce qu'on se dit super, c'est un signe, tout est là, on y va, alors que non, il faut être extrêmement protégé. Et quand je vous entends là justement rentrer en détail et en profondeur sur ce genre de problématique, je souris parce que je pense que notre collaboration va faire une vraie différence dans l'accompagnement des restaurateurs et ça c'est cool. C'est top, c'est excellent. On est en train de discuter spontanément de choses qu'on voulait se dire depuis longtemps, mais c'est aussi fait pour ça, ce podcast. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager, notamment à des restaurateurs, à des bars, des restaurants, enfin toute personne qui pourrait être intéressée. Merci beaucoup, Cindy. Je pense j'ai dit tout à l'heure, on aimerait bien parler intelligence artificielle, puisque on sait c'est quand même une véritable révolution. J'ai tendance à me dire que dans les métiers de la restauration, forcément, c'est les métiers qui vont être impactés peut-être un peu moins vite, puisque on aura toujours envie peut-être d'avoir un serveur qui est humain. Quel est ton point de vue là-dessus ? Est-ce que toi-même tu intègres l'IA dans ton activité, dans ta manière de rendre tes services à tes clients ? Alors oui, moi clairement alors pas dans la manière de rendre le service en direct à mon client, parce que pour moi, pour le coup, il y a des aspects, alors après c'est peut-être mon petit côté old school, mais qu'on veut garder humain. Bien sûr. Donc clairement, maintenant, il est clair que en interne, dans Bistrobiz, on cède beaucoup de l'intelligence artificielle sur plein d'aspects et qu'on forme aussi nos clients restaurateurs à l'utiliser sur certains des aspects pour eux, pour leur faire gagner un maximum de temps. Quels aspects, par exemple ? Ça peut être que ce soit l'emailing, que ce soit le marketing, la communication, que ce soit même la prospection. Enfin voilà, les avis sur Google, etc., des choses sur lesquelles il faut être quand même très présent aujourd'hui pour avoir un impact et un positionnement, et qu'on peut automatiser et c'est grâce à certains outils, quoi. Donc l'IA. Là, tu touches d'ailleurs la question des avis, de la réputation du restaurant. Ça, c'est aussi un point qui est important. Et est-ce que parfois il y a des faux avis ? Je sais que nous, on est intervenus dans des dossiers de ce type. Alors, des faux avis. Faux avis, ouais. Mais alors, il va y avoir un gros débat là-dessus du type, mais si c'est l'IA, c'est pas l'humain qui répond derrière la personne qui est un humain. Alors, j'ai envie de dire, c'est tellement le bordel du côté des avis en ligne que de toute façon, le problème, c'est qu'il y a trop d'émotions. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que l'IA, l'avantage de l'IA, c'est qu'elle a pas l'émotion qui va aller avec. Donc, moi, combien de temps j'ai passé à former certains restaurateurs à ne pas laisser des commentaires nuls. Ouais, bien sûr. Qui foirent leur réputation parce que, il y a eu l'émotion, ils étaient fatigués, etc., et qu'ils l'ont mal pris. Ouais. L'avantage d'une IA, c'est que ça va protéger ça.
Et donc, au lieu de prendre le temps de former le restaurateur à écrire un commentaire alors qu'on a autre chose à faire quelque part, de l'amener sur la gestion par l'IA, sachant qu'on va formater l'outil. Bien sûr. On va le paramétrer à notre sauce. Donc, il va y avoir notre ton de voix, il va y avoir du temps, il va y avoir quand même notre patte sur ça. Mais à la fois, on est tous des entrepreneurs. Si vous voulez venir dans ce resto, être super bien servi, être super bien accueilli, être super bien avec tous les aspects qu'il y a à traiter. Alors oui, si on a utilisé un petit outil qu'on a en plus pris la peine de paramétrer pour aller laisser un avis, pour éviter qu'un jour où je suis fatigué, je le vive mal moi-même. D'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, c'est OK. À mon sens, c'est OK. Oui, bien sûr, puisque la gestion, la réponse aux avis, elle est fondamentale. Montrer qu'on apporte de l'intérêt, etc. Et ça, effectivement, l'IA peut être très bien formée sur ce sujet. Ouais, et puis un exemple, moi, par exemple, j'ai des membres du personnel que j'avais au Vietnam. Il y en a certains qui pouvaient chialer pour des commentaires. Quand ils s'y mettaient à fond et qu'en fait, alors il y a des commentaires qui sont vraiment fondés, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins et qui peuvent faire très mal, et dont aux équipes qui essayent de faire de leur mieux. Donc, de parer ça avec une IA. Nous, on est déjà intervenu aussi dans certains cadres de ce qu'on appelle les chantages aux faux avis. Et ça, c'est très pertinent, et notamment dans l'hôtellerie, peut-être plus que dans la restauration, où par exemple, certains clients vont tenter de négocier d'avoir une chambre gratuite ou d'avoir quelque chose de gratuit en disant sinon je vous mets un mauvais avis. Et ça, dans ce cas-là, nous, le réflexe et ce qu'on leur dit, c'est à nos clients qui sont victimes de ça, faites écrire la demande à votre client, et s'il l'écrit, en fait, c'est un chantage. Parce que le chantage, c'est la menace de porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne en rétribution de quelque chose. Et donc, quand on demande une chambre gratuite, évidemment, si c'est dans un cadre d'un simple dédommagement, c'est pas forcément problématique, mais quand on dit je vais te pourrir ta réputation si tu me donnes pas ça, et ben ça s'appelle du chantage, et le chantage, c'est punissable par 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, et s'il est mis à exécution, c'est 7 ans d'emprisonnement. Donc voilà, faut quand même avoir... C'est pour ça qu'il faut jamais céder. En fait, il faut jamais céder à un chantage, mais par contre, il faut se montrer un peu plus malin. Exactement. Et obtenir des éléments de preuve. Parce que nous, c'est arrivé dans beaucoup de cas que, en fait, grâce à la manière dont on avait accompagné le client dans ce type d'affaires, on dise ensuite, demandez à votre client d'envoyer un mail. On a le mail. Et derrière, on va intervenir en tant qu'avocat en disant là, vous êtes dans une position de chantage, on rappelle la loi. Et là, dans ce cas, en général, on n'entend plus parler du client. Donc, c'est aussi intéressant, ça. C'est là où c'est super d'avoir des avocats, justement, avec soi et de ne pas laisser parler l'émotion pour faire ce genre de choses, mais plutôt les faits. Exactement, les faits, et puis d'avoir un peu une petite stratégie juridique à ce sujet. On sait que les avis sont importants pour les restaurateurs. Quels conseils tu pourrais donner à ces restaurateurs pour qu'ils obtiennent de leurs clients davantage d'avis? Eh bien, c'est de processiser la demande d'avis, en tout cas, et de l'automatiser aussi. Mais avant toute chose, il faut savoir que avant même de demander l'avis, il faut déjà travailler son image de marque. Donc clairement, un compte Instagram ou un site internet, un positionnement sur Google, je pense qu'en 2025, c'est une nécessité. Et une fois qu'on a effectivement travaillé cette cohérence qu'on cherche à travailler dans les salles et dans les cuisines, elle doit se refléter et transpirer déjà dans notre visite, sur notre vitrine digitale. Une fois qu'on a ça, on va attirer les personnes à venir chez soi. Et une fois que les gens sont chez soi, on forme nos équipes, où on met des systèmes en place sur les tables, dans le parcours client, dans le chemin du parcours client, pour que l'avis soit facilement demandé, voire même peut-être aussi un peu protégé. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes aujourd'hui automatisés où on peut demander un premier avis qui n'est pas celui qui sera posté sur Google ou TripAdvisor. En fonction de l'avis, négatif, positif, on peut ou revenir vers le client, dire ça va pas, qu'est-ce qui s'est passé, etc. et agir. Parce que c'est ça, l'entrepreneuriat. Et si c'est positif, là, pour le coup, emmener la personne à laisser un véritable avis sur Google ou TripAdvisor ou autre pour faire monter la mayonnaise. Je note que tu es vraiment dans un parcours client, quoi. Vous analysez vraiment le parcours client, et en plus, je pense que contrairement au digital, le parcours client, il se matérialise même dans le restaurant. Totalement. C'est hyper intéressant, ça. C'est le parcours client, c'est la gestion de flow, on appelle ça. C'est vraiment, c'est un art aussi. Et ça touche
à l'expérience pour le client, bien sûr, à la rentabilité pour le restaurant, à tout. Enfin, je trouve ça, moi personnellement, je trouve ça super excitant. Autre point, du coup, on parlait d'IA. Ouais. L'IA dans les métiers de la restauration, cuisinier, serveur, etc., tu y crois, ça? Alors, c'est un grand débat. Est-ce qu'on va avoir des robots bientôt que qui vont servir? je pense qu'est-ce qu'on va les avoir probablement. Est-ce que ça va marcher aussi bien? Peut-être. Parce qu'il faut dire ce qui est aujourd'hui, l'IA n'a pas l'émotion, ou alors elle ne subit pas cette émotion négative. Elle est toujours super à fond. Donc du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas finalement jusqu'à où ça peut aller. Maintenant, Ouais, parce que moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avoir un serveur qui est bien sûr, qui est pas sympathique, on en rencontre quand même un certain nombre, c'est clair. surtout parfois à Paris. Je me disais que d'avoir que des serveurs ultra sympathiques, ultra empathiques, peut-être que l'IA pourrait permettre ça. Mais après, bon, c'est vraiment là, on rentre dans un autre monde, quoi. Si on commence à être servi par des robots. C'est le monde dans lequel on risque d'être dans quelques années, voire assez rapidement. C'est exponentiel, l'IA. Mais c'est de là aussi après où je trouve que ça nous challenge pas mal à devoir vraiment faire preuve de compétences aussi, à vraiment mettre en avant nos compétences humaines, justement, Exactement. que l'IA ne pourra pas remplacer. Et je trouve que dans le milieu de la restauration, c'est bien, parce qu'on va peut-être pouvoir remettre ce sens du service, ce sens de l'humain, ce sens de la joie, ce sens de plein de choses que finalement l'IA ne pourra peut-être pas apporter. Et c'est ce qu'on fait dans la restauration. On ne sauve pas des vies, on n'est pas médecin, mais on est là pour les rendre meilleurs le temps d'un court instant. Ouais. Si quelque part le service est foireux, dans la majorité, moi j'en ai eu marre de voir les grands-parents d'une amie se faire maltraiter dans un restaurant parce que la serveuse ou le serveur n'avait pas le temps ou pas content ou ceci ou cela ou peu importe. Enfin, et des fois ça déborde vraiment, quoi. Ça déborde vraiment. Tu parles de joie, et j'avais vu que c'était dans ton branding. Tu mets quoi derrière la joie et pourquoi tu parles de ça? Je mets quoi derrière la joie? Je mets tout, je pense. Je mets la vie derrière la joie. Pour moi, c'est quelque chose qui est une explosion de joie, un fou rire quand on se le prend. On a vraiment cette déconnexion. C'est une méditation spontanée, j'ai envie de dire. On pense plus à rien quand on se prend un fou rire avec des amis, avec sa famille ou quoi. Il y a vraiment une coupure, un instant présent qui se remet à ce niveau-là. Et surtout, la joie, c'est une arme fatale contre tout ce qui peut se passer dans la vie. Et justement, je trouve que à la base, la restauration, c'est ça. Enfin, je veux dire, oui, il y a le culinaire, il y a l'artistique. C'est ça qui est magnifique aussi. Il y a beaucoup d'art, il y a beaucoup de détails. Il faut ce sens du détail. Il y a de l'art, il y a du culinaire, etc. Mais on vient pour passer un moment. Et on vient pour passer un moment de préférence, de joie. On préfère tous passer des moments de joie dans la vie que en tout cas, on le sent. D'autres. On sent que c'est pas simplement du marketing, parce que tu le respires. Voilà, ça se voit dans tes yeux. On le voit vraiment, et je veux dire, ça, c'est plaisant à voir. Et je me dis que ceux qui ont la chance d'avoir ton accompagnement doivent en tirer pleinement parti, parce que c'est ça aussi qu'il faut réussir à insuffler. Soyez des artisans de joie. Voilà. Ouais. Et ça, c'est une mission, je trouve, qui est extrêmement puissante. Et c'est vrai que ça manque. C'est clair. Totalement. Mais l'humain, déjà les rapports humains de façon générale, c'est pas trop ce qui se passe. Est-ce que c'est le Covid où on pouvait plus se faire la bise, se toucher, se dire presque je t'aime, etc. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que je trouve qu'on ne s'écoute plus. On prend plus la peine vraiment d'aller en profondeur là-dessus. Et finalement, dans le métier, dans l'entreprise, en tout cas de la restauration, la satisfaction, la joie, le bonheur, c'est ce que tu monétises. Donc, au final, d'avoir cette notion à la fois de business, faut la garder, on est là pour en faire. Mais cela n'empêche que j'adore ce que tu as dit, soyez des artisans de joie. Si on reste concentré là-dessus, j'ai bâti mon succès, si je peux dire ça comme ça. Je connaissais rien. J'ai appris sur le terrain, etc. Donc, je connaissais le métier, etc. Mais je pense que j'ai réussi à lever des chiffres d'affaires ou à former ou à impliquer des équipes de 100 personnes avec moi sans avoir de technique, mais parce que j'étais concentré sur le taux de satisfaction de chacun. Ça fait partie d'un des ingrédients de cette recette du succès pour toi d'un restaurateur, c'est ça. Quel serait pour toi, voilà, si tu as, dans ton expérience, si tu avais 3 conseils fondamentaux à apporter aux restaurateurs,
choses voilà, qu'ils devraient entendre, qu'ils devraient absolument mettre en œuvre dans leur restaurant, ce serait quoi? Waouh. Tellement de choses là qui me viennent par la tête. 3 choses, c'est ça? 3 choses. Alors tu peux même en rajouter un bonus, hein, si tu veux. Ouais, non, je pense que je remettrais déjà et avant toute chose cette notion et cette connaissance de leadership et management sur la table. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu payes un salaire à quelqu'un que ce quelqu'un est un dû. C'est un échange. Enfin voilà, c'est plein de choses. Donc, si aujourd'hui on estime qu'il y a autant de dysfonctionnements dans justement le management d'équipe, le recrutement, etc., à mon sens, en tant que restaurateur entrepreneur, ou entrepreneur tout court, il faut déjà se regarder, nous, qu'est-ce qu'on fait, qu'on pourrait faire de mieux pour aller déjà changer les choses avant de remettre la faute sur l'autre ou sur la conjoncture actuelle ou sur le Covid ou sur tout un tas de bonnes raisons dans le cas on se place en tant que fatalité. La jeune génération. La jeune génération, moi j'ai des exemples de jeunes générations que j'ai pu former dans le métier où clairement, c'était de passage. Leurs parents ont dit va faire une saison. Ils sont dans une école d'ingénieurs où à la fin ils sont venus me dire merci de m'avoir appris ton métier. Grâce à toi et aujourd'hui en fait je le sais, je veux devenir restaurateur. Alors je sais pas si les parents m'ont apprécié ou pas pour être honnête, mais en tout cas ça prouve que ça vient. Pour moi, la mission de l'être humain, c'est quoi finalement? C'est la transmission. Donc déjà, je pense que si on se remettait un petit peu dans le droit chemin de dire qu'est-ce que je veux transmettre, que ce soit à nos équipes, à nos clients, etc. Si on reste focalisé là-dessus, honnêtement, les énergies, elles peuvent caler dans le bon sens. Et même quand ça va pas financièrement, autre, quand on passe des moments difficiles, si on a l'équipe et si on a les quelques clients, en tout cas les premiers, ceux qui vont nous donner la force en fait, qui vont nous dire bravo, on croit en toi, on est avec toi, enfin voilà, tout ça, c'est hyper important dans la vie d'un entrepreneur, restaurateur, et on en parlait tout à l'heure, on a tendance à se sentir seul en tant qu'entrepreneur. En tant que restaurateur entrepreneur, non seulement on se sent seul, mais alors qu'on se sent alors qu'on est aspiré dans un monde social et bruyant en permanence. Ouais, complètement. Donc il y a vraiment une fracture au moment où tu rentres chez toi, t'es lessivé, t'arrives même plus à appeler ta propre mère, et cette sensation de solitude alors que tu ne l'es pas. Tu n'es pas dans un bureau, dans un restaurant. T'es vraiment entouré de monde, quoi. Et un autre conseil. Un autre conseil, c'est honnêtement, là, je pense que je parle avec mes tripes de ce qui se passe un peu récemment, mais c'est vraiment l'ego. Je trouve que l'ego est encore très, très présent dans le monde de la restauration. On les voit, alors peut-être que ce soit entre la guerre chez cuisine salle, etc. Donc, mais des rapports de un terrain domination. fertile pour les égos. Des rapports de domination. Exactement. Ouais. Il y a quand même, on ne souhaite pas le dire ou plein de choses, mais il y a encore beaucoup de choses qui se passent dans la restauration qui sont pas cool. Et donc, je pense que autant de ce côté-là, c'est marrant parce que j'ai l'impression que des fois, ceux qui réussissent un peu font un peu n'importe quoi là en ce moment, et les pépites qui auraient tout pour justement apporter peut-être d'autres valeurs, des super concepts, des super projets un peu rehaussés, elles ont un peu le syndrome de l'imposteur. Et donc elles restent dans la case des petits entre guillemets au lieu d'oser rentrer dans la cour des grands. Et à la fois t'as ce restaurateur, j'en ai tous les jours au téléphone. Je pense que depuis début 2024 j'ai dû avoir plusieurs milliers de personnes au téléphone, des restaurateurs. Et on a vraiment tout eu en termes d'ego. Des gens qui disent oui je sais qu'on a besoin de vous, mais non je veux me prouver à moi-même que je vais y arriver. Pourquoi? D'autres, où on a encore comment ça, des process, enfin ils savent même pas lire et écrire, ego un peu compliqué, enfin voilà, d'autres. Donc en fait moi j'aurais juste envie de dire l'ego qui nous a amenés jusque là, et je pense que c'est parce qu'on a porté notre projet, on a grandi par le terrain, et donc on a prouvé des choses, et il y a que dans la restauration on entend beaucoup ça fait 20 ans que je fais ce métier, tu vas pas m'apprendre à le faire. En fait on n'est pas là pour déjà leur apprendre leur métier, on est là pour les réconcilier avec leur vision entrepreneuriale. Et donc, c'est là où pour le coup, il faut un peu arrêter de freiner la croissance. Moi, c'est ce que je dirais. L'ego, ça ne mène nulle part. Et je pense que il faut vraiment, pour tout entrepreneur, mais dans la restauration, comme je disais, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup encore. Et en fait, c'est... Quand on te demande d'intervenir, et que tu vois qu'il y a un environnement conflictuel, quelles sont tes premières démarches pour justement désamorcer ces situations qui viennent
paralyser le fonctionnement du restaurant, voire le handicaper considérablement, détériorer le service client, etc. Qu'est-ce que tu mets en place pour justement calmer les choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux mettre en place, que tu peux apporter à ce niveau? Bien sûr. Déjà, quand on intervient dans un établissement, enfin, si en tout cas, moi, je passe dans un établissement et que c'est conflictuel entre les équipes, etc., quand j'audite, je vais aller parler à chaque membre de l'équipe pour comprendre exactement d'où le ressenti personnel. Ouais. Parce que souvent, le problème d'un conflit vient d'un manque de compréhension, de communication et d'écoute. Ça, on est bien placé pour le savoir en tant que professionnel du conflit. Donc, voilà, exactement, tout à fait. Et donc, à partir de là, le dirigeant, il voit plus, enfin bref, personne s'entend, s'écoute. Donc, je viendrai déjà récolter ces infos-là, de ce côté-là. Et je les remonte au dirigeant, mais d'une manière, plus droite, on va dire, plus factuelle, sur voilà ce que ton équipe pense de l'entreprise, voilà ce que ton équipe pense de toi aussi. Attention, enfin voilà, entends-le, on le fait de manière très propre. Et à la fois, on va prendre aussi l'avis par rapport bien sûr, l'avis du dirigeant aussi par rapport à ses équipes, etc. Et là, on va réasseoir tout le monde. Et honnêtement, la première chose à faire, c'est de réconcilier tout le monde avec la vision dans laquelle on va ensemble. Donc, on a eu le cas avec une cliente au Cameroun. Hein. Il y a des choses qui sont moins faciles quand on est dans des pays aussi expatriés. Et ben, en quelques heures où on a reconnecté les équipes avec OK, on va où avec cet établissement, regarder les perspectives de croissance si on fait partie des meilleurs, etc., etc. Et donc, de stimuler l'équipe d'avoir envie de faire les choses et non pas de devoir faire les choses et de remettre tout le monde dans un seul et même bateau avec une seule et même mission. Merci Cindy, c'est fort ce que tu dis et je pense que ça parle aux restaurateurs mais aussi à tous les entrepreneurs, cette notion d'ego, cette notion d'avoir une vision, d'aller ensemble. Dans les cabinets d'avocats, je crois qu'il y a aussi des problématiques d'ego, il y a aussi des problématiques de vision, mais comme dans toute entreprise. Et donc, ce que tu dis parle nécessairement. On va clôturer ce podcast, mais avant de terminer, on a peut-être une dernière question, Jean-Philippe. Ouais, on la pose, c'est un petit peu systématiquement. Si tu pouvais remonter dans le temps, peut-être à cette Cindy qui avait 16 ans, ouais. et qu'est-ce que tu lui dirais là maintenant, par rapport au parcours qu'elle s'apprête à vivre en allant aux États-Unis, puis sans savoir ce qui l'attend, mais toi avec ce recul, qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh. Je pense que moi, j'aurais envie de me prémunir justement de ce côté émotionnel qui peut prendre le dessus. C'est-à-dire que d'avoir cette hypersensibilité, etc. D'ailleurs, c'est un métier où il y a beaucoup de sensibilité artistique, etc. Et c'est vrai que l'émotion m'a souvent heurté plutôt que dans le rationnel. Et je pense que je lui dirais, attention, à des moments donnés, observe beaucoup plus le côté rationnel des choses que le côté émotionnel des choses. Je pense fait perdre un peu moins de temps sur certains aspects, mais moins souffrir aussi, tout simplement, je pense. Merci Cindy, je suis certain que cette hypersensibilité, c'est aussi celle qui fait que tu es aujourd'hui dans l'empathie totale de tes clients, qui fait toute ta force aussi pour accompagner au mieux tes clients. C'est toujours la question du revers de la médaille. Donc je pense que tu as su trouver bon nombre de pépites et cette capacité de résilience dans des moments difficiles qui font qu'aujourd'hui, tu es là où tu es et que tu sais ce que tu apportes à tes clients et ta capacité à pouvoir le faire. Je crois que c'est essentiel. Ça fait partie de ton parcours. C'est pour ça que la question était très dure. Parce que quelque part, j'ai envie de dire... Oui, bon, d'accord, on en a tous un peu galéré, mais en fait, c'est vrai que ça fait partie du parcours. Et puis en même temps, peut-être arriver à mieux gérer tes émotions. Voilà, on a envie de parler à cette petite fille et de dire, te prends pas la tête sur certains points et enfin voilà, et genre, la vie t'apprendra. Avance. Avance et surtout et confiance en toi, en fait. Ouais. Je pense que c'est une chose que j'ai, c'est plutôt ose d'avoir confiance en toi et conscience de ta valeur dès le départ, en fait. Merci Cindy. Merci.